En complément de ce qui a été fait ce matin, les outils de la géographie sont mis à l'honneur pour cette première journée, puisque M. Paul Fatal est également géographe, comme Sylvie Fanchette, et qui nous fera un éclairage sur le delta du Mékong, sur les questions donc en lien avec les inondations et tout ce qui concerne également les indicateurs. Voilà, Paul Fatal, donc de l'Université de Nantes. À vous la parole. Merci Stéphane. Bon, je suis chargé de vous réveiller puisque vous avez bien mangé et j'espère que je vais vous réveiller. Je suis donc enseignant-chercheur à Nantes sur ce qu'on appelle une UMR de recherche qui s'appelle Littoral, Environnement, Télédétection et Géomatique. Donc on travaille beaucoup aussi avec les outils. Je ne suis pas un spécialiste du delta du Mékong, c'est la première fois que je viens dans cette région du monde. Et avant de commencer, je voulais déjà m'excuser auprès des traductrices que je vais persécuter pendant 1 heure. Très bien. Donc, ce que je veux aborder au cours de cet exposé, c'est déjà commencer par une carte. C'est mon outil du quotidien en tant que géographe, comme Sylvie. Et cette carte me montre finalement, elle est issue d'ailleurs de collègues de Canto, qui fait finalement une cartographie de ce delta du Mékong, mais pas uniquement, sur toute cette façade vietnamienne, et donc qui montre des secteurs qui sont finalement soumis soit à des tempêtes avec des niveaux d'élévation qui peuvent être variables, 1 mètre ou 3 mètres, et on voit qu'il y a des zones effectivement extrêmement sensibles sur l'ensemble de la façade du Vietnam. Ça campe tout de suite la problématique, effectivement, avec associé un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par mes collègues, et je serai extrêmement modeste par rapport à eux, c'est-à-dire des histoires d'intrusion saline, de tempêtes, de glissement de terrain, de tassement de terrain, etc. Et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure plus en détail. L'objet de cet exposé, qui va durer à peu près 1 heure, c'est finalement de réfléchir avec vous sur les indicateurs. Qu'est-ce que c'est que les indicateurs de la vulnérabilité et du risque ? Et je travaille essentiellement sur cette notion de risque et comme préalable. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai un peu taquiné ce matin Sylvie en lui posant la question sur quelle était sa conception de la résilience, parce que finalement, chacun a une approche différente. Et donc, je préfère qu'on pose tout de suite la problématique de la sémantique, si vous le permettez. OK. Pardon. Pour ceux qui connaissent la problématique, le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est le croisement d'un aléa que vous avez ici. Ici, c'est finalement, si on prend cet exemple, l'inondation. Une vulnérabilité des enjeux. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité ? Qu'est-ce que c'est que les enjeux ? On va voir que ce que c'est que les enjeux, c'est les biens mobiliers, etc. Et puis, c'est la conjonction de ces 2 éléments qui constituent finalement un risque, avec des enjeux ici, si on regarde les maisons, qui ne sont pas vulnérables parce qu'elles sont au-dessus du niveau de l'eau. Ce matin, vous avez vu de très belles diapositives avec les pieds dans l'eau. Et ensuite, des enjeux qui sont vulnérables, donc sensibles. Ici, donc, finalement, on peut retenir que cette notion, c'est aléa par enjeu égale risque. On a tendance, nous, géographes, dans certains domaines, notamment dans le domaine de la géomatique, à classer les choses. Et on classe les choses par grandes rubriques, c'est-à-dire qu'on distingue nos aléas naturels, je ne vais pas tous les énumérer, mais aussi des aléas technologiques. Et vous voyez que j'ai mis en rouge certains éléments qui sont dans la continuité de ce qu'on va faire dans les ateliers. C'est-à-dire qu'en réalité, on va travailler aujourd'hui un tout petit peu sur les inondations, on reviendra sur la problématique d'érosion, de submersion marine, mais aussi toute la problématique de pollution que vous avez ici dans la 2e famille qu'on appelle finalement un aléa technologique. Et vous voyez que dans ces aléas, qu'ils soient naturels ou technologiques, on peut avoir des éléments de type, par exemple, la famille biologique, une prolifération animale, une prolifération végétale. Ce matin, Sylvie a évoqué les phénomènes de pesticides dans le milieu. Effectivement, c'est une problématique qu'on trouve dans le delta du Mékong. Lorsque j'ai fait un peu de bibliographie, je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème. Très bien. On raisonne aussi en termes de dommages. Je fractionne les choses volontairement. Je soupçonne Stéphane de m'avoir mis en 2e position pour
peut-être prendre un peu le contre-pied de la vision ensembliste. Ici, on essaye de décortiquer, il n'y a pas de jugement de valeur, on essaye de décortiquer l'ensemble des éléments. Et donc, vous voyez qu'en fait, il y a des dommages directs, c'est les personnes, les biens, l'agriculture, l'élevage, etc. Je ne vais pas tout énumérer, mais aussi des dommages indirects, par exemple une interruption de chantier. Je pense à Canteux, lorsqu'il y a des inondations, ça peut poser effectivement un certain nombre de problèmes, et on verra des cartes tout à l'heure. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la cartographie autour du risque. Comment peut-on cartographier le risque et quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de cartographier ce risque? Et vous voyez ici deux schémas qui peuvent vous paraître un peu bizarres. En fait, ils sont extrêmement simples à expliquer. C'est ce qu'on appelle les emboîtements d'aléas. C'est-à-dire, finalement, vous allez avoir un aléa lambda qui va induire un deuxième aléa, un troisième aléa. Et le plus bel exemple que je pourrais utiliser pour illustrer mes propos, c'est tout simplement dire, ben voilà, on a un tsunami, un tremblement de terre qui se passe au large des côtes japonaises, qui va engendrer, c'est un aléa naturel, qui va engendrer des vagues qui vont arriver à la côte et qui vont perturber jusqu'à la centrale nucléaire de Fukushima. Et donc, ici, on a un aléa technologique et des emboîtements d'aléas technologiques. Si on raisonne en termes de modification du climat, bien sûr, ce qui est associé, c'est l'élévation du niveau de la mer, la modification du régime de perturbation, la multiplication des surcotes. Qu'est-ce que c'est qu'une surcote? C'est la conjonction de plusieurs phénomènes concomitants, une dépression qui passe au-dessus d'une zone lambda, avec un phénomène de marée qui passe juste à ce moment-là, évidemment, des vagues, des vents qui vont pousser l'eau et donc qui vont engendrer ce phénomène de surcote. Et enfin, la modification du régime des houles. Autre élément auquel on s'attache, c'est la temporalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? La temporalité, c'est qu'est-ce qui se passe sur le court terme, de la journée au mois. Vous avez une inondation qui arrive. Qu'est-ce qui se passe, effectivement? C'est la tempête et la surcote. Là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est les inondations, les ruptures de barrages, un risque technologique associé. Et puis ensuite, sur le moyen terme et sur le long terme. Et vous voyez que tous ces éléments que j'essaye de décortiquer les uns après les autres vont être, à un moment donné, sollicités pour faire ces cartographies. Exemple, distribution sédimentaire, on l'a évoqué ce matin sur les deltas, effectivement, ces transits sédimentaires et l'impact des barrages. Là encore, j'y reviendrai certainement dans les ateliers. Le risque pour les bâtiments, les risques paysagers, les risques technologiques. Et enfin, sur le long terme, c'est-à-dire la centaine d'années, et je pourrais aller bien au-delà évidemment, on voit que finalement, il y a cette notion de risque qui se précise avec les modifications climatiques, la remontée du niveau de la mer. Pour nous, géographes, on est plus intéressés par les phénomènes de surcote que l'élévation du niveau de la mer, sauf si on fait une projection sur le moyen et long terme, c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliciter. Les effets induits, les modifications de la climatologie de la mer, les transports sédimentaires, etc., etc. Cette temporalité est extrêmement importante parce que lorsque je fais faire une cartographie, je peux faire une cartographie totalement différente d'une saison à l'autre, évidemment, ou d'une période à l'autre, ou voire même pour les modélisateurs, faire de la projection et modéliser à 100 ans ou 50 ans, etc. Je voyais ce matin qu'il y avait des modélisateurs dans la salle. Très bien. Et donc, si on est extrêmement pragmatique, on peut très bien faire une cartographie extrêmement simple. Et ici, j'ai volontairement choisi cet exemple. C'est tiré d'un travail qui a été fait pour la Banque mondiale, qui montre finalement un modèle d'aléa, ici, avec la topographie. Je confronte deux éléments, c'est-à-dire le principe du vase communicant. Je fais rentrer de l'eau dans un bassin et comment ça se passe de manière différenciée. Et on peut voir effectivement ici la topographie du secteur de Canteux. On a vu les aléas, très rapidement sur les enjeux. Les enjeux, ils sont représentés finalement ici à travers les biens mobiliers, immobiliers, les personnes, comme je l'ai dit, les activités économiques. Et en fait, lorsqu'on regarde les cartographies de risque, notamment en France, on va avoir un distinguo des zones avec enjeux humains, des zones avec enjeux humains à définir, et puis des zones sans enjeux humains. Et vous comprendrez facilement qu'effectivement, là, en termes de risque, dès qu'il y a un enjeu humain, c'est plus important. Mais attention, il ne faut pas négliger la dimension environnementale des choses. Vous pouvez très bien avoir une côte qui est totalement
100 personnes, mais avoir tel ou tel végétal, telle ou telle espèce qu'il faut impérativement protéger. Donc attention, il faut bien mettre les choses en perspective. Et bien voilà, ici, une représentation, je passe d'un pays à l'autre, une représentation de ces enjeux sur le littoral français. Vous voyez que ici, vous avez votre légende avec le tissu urbain collectif, les infrastructures publiques, le tissu économique, et on voit qu'on est sur ce littoral, en fait, avec une densité, et on a une pression foncière sur notre littoral français très importante, une densité de ces enjeux, entre guillemets, susceptibles d'être inondés si jamais il y a un phénomène d'érosion côtière. Et je vous le montre ici, à travers cette carte. Qu'est-ce que montre cette carte ? Elle vous montre finalement ici un littoral avec, et ça va vous parler parce que dans le delta et surtout à son débouché, vous avez les mêmes problématiques d'érosion. Vous voyez ici tout un massif dunaire, okay, avec une altimétrie. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je fais rentrer de l'eau et tout ce qui est en bleu est susceptible d'être inondé. Et donc à partir de là, je peux tout de suite identifier des secteurs. Vous voyez ici, la dune est plus ou moins large. Je peux tout de suite identifier des secteurs qui sont susceptibles, ce qu'on appelle des brèches, susceptibles d'être défoncés et donc de provoquer l'inondation. Et vous verrez que plus tard, lorsque j'aborderai cette problématique, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'opérationnalité que je vais avoir sur le terrain lorsque je travaille sur les risques. On peut donc faire la même chose en confrontant ici l'altimétrie et les enjeux pour la ville de Canteuse. C'est ce que j'ai ici récupéré à partir des données. Vous voyez que là encore, de manière extrêmement simple, je peux faire ma cartographie des principaux enjeux. Alors, on peut très bien considérer que ce n'est pas bon. On peut très bien considérer que c'est la densité de la population sur un territoire qui est la plus importante, etc., etc. Ceci pour étayer le fait qu'on va utiliser des curseurs différenciés à chaque fois pour essayer de cartographier ce risque. Ça va ? La vulnérabilité, moi je la classe en deux grands principes. Pardon encore de faire mon professeur d'université. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité analytique. C'est un pourcentage d'endommagement, c'est-à-dire je vais évaluer si ma maison va être détruite à 100% ou à 50%, mais aussi une seconde vulnérabilité qu'on appelle synthétique. Et dans cette vulnérabilité synthétique qui est bien plus intéressante, c'est effectivement cette notion de résilience qu'on a évoquée ce matin, c'est-à-dire au fond la capacité qu'ont les sociétés de résister à une inondation. Et Sylvie, tu l'as évoqué de manière très intéressante ce matin et on pourra y revenir probablement dans la discussion. Au fond, de manière très schématique, si vous avez compris ma notion d'aléa, d'enjeu, de vulnérabilité, au fond, c'est des boucles, et ces boucles peuvent accroître la vulnérabilité ou diminuer la vulnérabilité. C'est-à-dire que la perception ou la gestion que va mener une société face à une vulnérabilité, face à un risque, peut réduire ce risque de manière importante. Et donc, vous voyez que, finalement, moi, j'ai envie de la reformuler de manière un peu schématique. La vulnérabilité, elle dépend aussi d'éléments tels que la perception et la gestion des crises. C'est un élément fondateur, entre guillemets, lorsqu'on fait l'analyse des risques. Pour étayer ça, je me suis amusé à vous prendre un exemple qui n'a rien à voir, c'est celui des pollutions par hydrocarbures dans les mers du monde. Et vous voyez qu'en fait, on peut faire une typologie par grands ensembles du risque. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des indicateurs, mais on voit qu'ici, pour 3 exemples, on a un risque très élevé. L'Atlantique du Nord-Est, la mer Noire et la mer Méditerranée. Par contre, le niveau de préparation, c'est-à-dire la gestion, ce que j'évoque depuis quelques instants, on va en fait venir déduire. Et donc, on considère en Atlantique du Nord-Est, le niveau de préparation est très élevé. Et donc, le résultat, c'est 3 moins 3 égale 0. Alors que, par exemple, en mer Noire, le niveau de risque est aussi élevé, mais par contre, le niveau de préparation est mauvais. Et donc, finalement, on a un rang prioritaire d'intervention qu'il faut déterminer. Au fond, je réécris la définition du risque, c'est aléa. Enjeu, je passe très vite, mais c'est aussi le CRH, c'est-à-dire la capacité de réponse humaine, et ça fait écho à ce que tu disais, Sylvie, ce matin. Cette capacité de réponse humaine est extrêmement importante, évidemment. Enfin, le risque,
et peut être direct, mais aussi il peut être induit. Attention à la terminologie, et j'arrête avec mes définitions. Terminologie sur les catastrophes. Les catastrophes, c'est autre chose. Le thème de catastrophe, ce n'est plus une dimension probabiliste comme on le fait avec la notion de risque, mais ici, la catastrophe, elle a eu lieu, et c'est un exemple que vous avez ici à travers Fukushima. Alors, à partir de là, on va essayer de réfléchir ensemble, une fois que nous avons campé les grandes définitions, réfléchir ensemble sur ces aléas, pression et vulnérabilité dans le delta du Mékong. Alors, on l'a évoqué, donc je passe assez rapidement. Le delta du Mékong est considéré comme l'un des grands deltas qui est, avec le Nil et le Gange, les plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer. Et vous voyez qu'effectivement, lorsqu'on regarde les sources internationales, les deltas, les désastres naturels par type, finalement, la dimension inondation est la plus importante. Et vous voyez qu'ici, elle représente un nombre de millions qui sont affectés par ces désastres non négligeables. Et lorsqu'on regarde ici, finalement, le nombre de décès qu'il peut y avoir, et notamment dans le secteur de Kantō, et par rapport à des phénomènes naturels entre 2002 et 2011, on voit qu'effectivement, on a effectivement des mortalités qui peuvent être importantes, certaines qui peuvent être liées, bien sûr, à des conditions de tempête, etc. Et donc, pour revenir à la question de ce matin qui était intéressante, c'était de dire au fond la résilience, comment je peux la mesurer? Est-ce que ce n'est pas un indicateur mortalité qu'il faut utiliser? Et si la mortalité diminue progressivement au fil du temps, au fil des inondations, est-ce que ce n'est pas finalement une société qui est résiliente? Ce sont en tout cas des interrogations qu'on pourra avoir. À partir de là, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est cette cartographie du risque. Donc, je vais distinguer d'un côté les aléas naturels et de l'autre côté les aléas, on va dire, anthropiques. Les aléas naturels ou les pressions anthropiques, c'est changement climatique. Là encore, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est des précipitations plus intenses, point d'interrogation, des occurrences des cyclones, l'élévation du niveau de la mer, la marée qui a été modifiée, qualité, donc avec des effets induits, qualité des eaux et intrusion saline, l'augmentation des niveaux max, les débits, et puis bien sûr, si je prends l'exemple de Kantō, la topographie ou encore des phénomènes d'érosion. Les pressions anthropiques, elles ont été évoquées ce matin avec brio, et notamment autour des problématiques des barrages, des extractions de sable, de surexploitation des nappes, avec des effets concomitants comme l'affaissement des nappes, la pollution des eaux souterraines, le phénomène de drainage et d'irrigation, et puis tous les impacts autour de la biodiversité, la menace halieutique et la gestion des déchets. On a parlé des macrodéchets aussi rapidement ce matin. Là encore, je veux que vous perceviez comment je fonctionne, pardonnez-moi. C'est-à-dire, en fait, j'essaye de préparer les couches de mon hamburger, c'est-à-dire toutes les couches d'informations que je vais utiliser ensuite pour cartographier mon risque. C'est quoi mon hamburger? C'est mon fromage, mes oignons, ma sauce, etc. Et bien là, je vais essayer de décortiquer l'ensemble des éléments qui vont me permettre de faire la cartographie du risque. Et vous voyez que ici, si je reprends les éléments liés aux aléas naturels, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sont des éléments factuels, notamment dans le secteur du Mékong, que j'ai pu trouver à travers la bibliographie sur ce changement climatique. Et on voit qu'effectivement, l'augmentation de la température est quelque chose qu'on peut constater de manière probante. Et donc, avec aussi des précipitations plus intenses, et vous voyez que la concomitance de ces éléments-là peut augmenter ou diminuer le risque, évidemment. L'occurrence des cyclones et le nombre de morts qu'il y a pu y avoir, notamment en 2011, puisqu'il y a eu effectivement dans le delta du Mékong cette problématique, le niveau de la mer, les marées modifiées, l'augmentation du niveau maximum, et on l'évoquait. Et pour revenir à un exemple concret que je vais utiliser tout au long de cet exposé, sur Kantō, on a pu observer qu'effectivement, on avait des secteurs qui étaient en dessous du niveau de la mer et donc susceptibles d'être inondés. Et puis enfin, sur la problématique érosion, vous avez des pertes de terres agricoles, et notamment en 2011, où on a eu un certain nombre de cas d'érosion qui ont pu aussi entraîner une mortalité. Et puis, je ne parle pas de la perte de navigabilité, et puis tous les phénomènes induits, économiques, etc. Ça va? Je passe pas trop vite? Je continue.
Quand je regarde les pressions anthropiques, et vous voyez que la part, le poids, entre guillemets, de ces pressions anthropiques n'est pas négligeable, ben, les barrages, c'est des variations du débit naturel du fleuve, donc je vais devoir étudier à un moment donné ces histoires de débit, les extractions de sable dans les lits, et donc l'approfondissement qui peut entraîner l'érosion et modifier l'hydraulique. Je ne parle pas aussi du transit sédimentaire qui est bloqué, évidemment, la surexploitation des nappes, avec le pompage des nappes qui est extrêmement important dans le secteur. Je me focalise aussi sur ce delta du Mékong. Le drainage et l'irrigation, avec une gestion qui peut avoir aussi des conséquences non négligeables, et je pense à l'affaissement des sols qu'on a évoqué. Et enfin, la menace halieutique, et vous savez qu'effectivement, il y a ici une pêche importante, notamment dans le bas Mékong, et on pense que les données ne sont pas bonnes et qu'elles sont supérieures aux statistiques officielles. Très rapidement, à partir de ces données, on voit très bien effectivement des variations entre 1975, pour ceux qui auraient un doute sur les variations du climat, mais il n'y a plus de climato-sceptiques dans cette salle, effectivement, et 2015. Et puis, effectivement, les niveaux de l'eau entre 1978 et 2012, notamment à Kanto, et vous voyez que c'est significatif, les courbes parlent d'elles-mêmes. Idem pour la salinisation. J'ai extrait cette carte de l'université de Kanto et on voit effectivement toute la problématique des villages et des durées pendant lesquelles les terres vont être touchées par cette salinisation, et on voit que effectivement c'est au débouché qu'on a effectivement une salinisation de plus en plus importante, et c'est logique. Alors, à partir de là, si je fais un focus très rapide sur les inondations, je vois qu'il y a effectivement des causes naturelles et des facteurs humains qui reprennent des éléments que j'ai déjà évoqués. On a bien sûr le fleuve du Mékong, l'effet de la marée qui remonte jusqu'à 75 km à l'intérieur des terres, les précipitations, et puis un certain nombre d'éléments qui sont associés, l'accumulation dans les zones basses, peu ou mal drainées, l'augmentation de la profondeur dans les zones inondées, l'augmentation locale du débit du fleuve, et aussi l'engorgement en raison du manque de drainage. Les facteurs humains qui provoquent l'augmentation des inondations, un système de drainage dans les zones urbaines qui est peu efficace, et on va le voir sur Kanto, ça pose vraiment un problème. Un système de drainage ouvert avec des zones rurales pas ou mal entretenues, un développement des polders, des lisières pour augmenter le nombre de récoltes, les extractions de sable, l'exploitation des nappes, là je passe plus rapidement, et enfin les barrages en amont. On le verra d'ailleurs dans les ateliers, je vous montrerai tous les barrages qu'il peut y avoir et comment ils ont bloqué un processus naturel. Réduction des débits, concentration des polluants, discontinuité sédimentaire et enfin déficit d'apport et donc érosion associée. À partir de là, on fait de la projection et d'ici l'horizon 2100, on considère qu'il y aura un certain nombre de phénomènes induits, donc la baisse des précipitations annuelles, l'élévation du niveau de la mer avec une intrusion saline de plus en plus importante, des secteurs en activité qui vont être inondés, une production de riz en baisse, et vous voyez que cette cascade, entre guillemets, sans être catastrophiste, cette cascade de phénomènes qui peuvent être induits, et on peut aussi avoir une production aquacole qui peut être impactée. Et donc toute la problématique des digues associées, c'est est-ce qu'on construit des digues, est-ce qu'on surélève les digues, etc. Et donc aussi des problématiques autour de la demande en eau douce. Ça me questionne en tout cas, et c'est l'objet de cette diapositive, sur finalement le poids, entre guillemets, des pressions anthropiques sur le milieu. Et évidemment, les pressions anthropiques, lorsqu'on raisonne en termes de risque, sont les plus importantes. Et donc, vous voyez que la balance n'est pas équilibrée. OK, à partir de là, on essaie de faire un classement. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est des bulles, et de me dire, dans chaque bulle, qu'est-ce que j'ai comme information, qu'est-ce que j'ai comme données. Ces bulles, je vais les classer par grandes rubriques. La première de ces bulles, c'est le climat, avec un certain nombre d'éléments. La deuxième, c'est-à-dire température, précipitation, occurrence des cyclones. La deuxième bulle, c'est une bulle hydraulique. La troisième bulle, c'est une bulle morphologique. Et enfin, la dernière, c'est une bulle biologique. Et à partir de là, je vais essayer de renseigner, de donner de l'information à l'ensemble de ces bulles. C'est un choix qu'on peut considérer comme entre guillemets, acceptable ou pas acceptable. La même chose pour la vulnérabilité socio-économique.
c'est les activités qui sont les plus importantes s'il y a une inondation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, un certain nombre d'éléments que je prends en compte. Les infrastructures, tout ce qui relève du patrimoine, c'est-à-dire les zones naturelles d'intérêt, etc. Et enfin, la gestion, puisque lorsque j'ai fait ma définition du risque, j'ai abordé la problématique de la gestion, évidemment, et de la résilience tout à l'heure. Alors on peut aussi aller plus loin au sujet de la vulnérabilité, c'est-à-dire, au fond, dire, finalement, toutes les populations ne sont pas toutes face au risque égal. Évidemment, bien sûr, les populations à risque, c'est celles qui sont situées dans les zones basses. Donc c'est vers eux que je vais me diriger. C'est aussi les jeunes enfants ou les bébés, les mères enceintes, les mères sans assistance, etc. Les activités dans les zones urbaines, industrielles, aéroports, etc. Et enfin, la société et sa perception qu'elle peut avoir du risque et l'acceptabilité qu'elle peut avoir du risque. Au fond, toute la question, c'est de se dire, à partir de ces éléments-là, est-ce que je suis capable de faire une cartographie? Est-ce que je dois pondérer et dire, un bébé, c'est plus à risque qu'un adulte? Évidemment que oui. Voilà un exemple très simple d'une vulnérabilité, entre guillemets, un exemple d'inventaire de vulnérabilité, toujours pour le secteur de Canteux, et vous voyez que certains secteurs ont une vulnérabilité effectivement très élevée. Vous voyez que là, c'est un classement qu'on peut qualifier de tout simplement qualitatif, c'est-à-dire on va considérer qu'une zone urbaine, c'est plus, entre guillemets, face à telle ou telle activité, c'est plus sensible qu'une zone agricole, etc., ou une zone industrielle. Bref, voilà un exemple que je passe rapidement. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments avec ici des priorités élevées. Lorsqu'on passe donc de l'inventaire à l'outil cartographique, on est confronté à différentes contraintes. On se dit, bon, très bien, maintenant, comment je fais? Est-ce que j'ai de la donnée? Pas toujours. Si j'ai de la donnée, je suis le plus heureux du monde, puisque je peux avoir ici, par exemple, le nombre de salariés qui peut être impacté par une catastrophe. Mais si je n'ai pas de données, comment je peux faire? Je dois passer par, effectivement, une vision un peu plus qualitative des choses, avec son travers, c'est-à-dire critiquable, évidemment. Et enfin, la question qu'il faut se poser en tant que géographe, en tout cas, c'est quel est l'espace pertinent? Est-ce que c'est à une échelle territoriale? Est-ce que je fais une maille? C'est ce que je vous montre à travers ces exemples. Ici, nous avons une cartographie des risques sur nos littoraux, avec ici, on prend chaque commune du littoral, et on a fait une typologie qui permet d'avoir ce type de cartographie. Sur cette carte, vous voyez une vulnérabilité au risque de pollution, par exemple, sur une carte en aplat, où on a toutes les informations, c'est-à-dire quel type de zone, est-ce que ce sont des zones humides, pas humides, etc. Et enfin, dernier élément, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est un autre type d'outil. On découpe la carte en cadras, et dans ces cadras, on a une information, on a des couches d'informations qui nous permettent, si on pointe tel ou tel type de petit carré, on peut avoir une information sur sa vulnérabilité. OK ? Un autre élément, la cartographie, ça sert à quoi, en tout cas pour moi, qui travaille sur ces problématiques de risque depuis un certain nombre d'années? Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement un caractère opérationnel. Est-ce que je vais pouvoir, avant que ne survienne une catastrophe, est-ce que je vais pouvoir dire, attention, il y a certains secteurs que je vais protéger préférentiellement? Deuxième élément, c'est un peu moins un outil réducteur du risque. Je suis ex ante, c'est-à-dire avant la catastrophe, et donc je sais exactement où ça peut se passer. Et puis on peut aller encore plus loin, c'est des choses qu'on explore, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité globale, mais j'y reviendrai dans les ateliers, c'est dire, au fond, est-ce que je peux agréger une vulnérabilité environnementale avec une vulnérabilité socio-économique? Et est-ce que ce n'est pas mélanger des torchons et des serviettes pour avoir quelque chose qui ressemble à rien? Mais c'est des problématiques extrêmement intéressantes. Très bien. À partir de ce que j'ai campé, moi ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour représenter ce risque? Je vous donne quelques exemples. Je ne vais pas tous les énumérer. Mais qu'est-ce qu'on voit sur cette diapositive? On voit par exemple ici tout simplement un critère 1 qui est le critère hauteur d'inondation. Un critère distance
par rapport à une digue. Parce qu'effectivement, plus on s'éloigne de la digue, plus on est à l'intérieur de terre, moins le risque est important. Un critère qui est lié à la cinétique de submersion, c'est-à-dire la vitesse de la submersion. Et vous voyez que finalement, celle-ci diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Voilà des critères qu'on peut utiliser dans notre cartographie, entre guillemets, du risque. Ça y est, je m'éloigne, ça ne marche plus. Et je peux aussi, pour ce critère 1, utiliser la hauteur d'eau potentielle. C'est-à-dire, vous voyez que finalement, je peux pondérer les choses. Monsieur Intel a les pieds dans l'eau, sa vulnérabilité est augmentée, c'est une pondération. Monsieur Trucmuche est au-dessus du niveau des plus hautes eaux, sa vulnérabilité est faible, voilà un élément de pondération et je peux donc faire un classement en fonction de ces hauteurs d'eau. Vous voyez que c'est un principe extrêmement simple. Ici, vous avez des niveaux... C'est bon. Merci. Je commençais à perdre la... ici, vous avez des niveaux maximum lors de l'inondation de 2000 ici et 2011. Et vous voyez que sur le secteur de Canteux, encore une fois, vous voyez que effectivement, c'est encore une histoire de vases communicants. Et on voit que des secteurs ont pu être impactés bien plus que d'autres. Autre critère, la proximité d'un ouvrage de protection et l'état de l'ouvrage. Nous l'avons vécu notamment sur des inondations en France. Et donc là encore, on peut procéder à des pondérations et au-delà d'une certaine distance, considérer que finalement la vulnérabilité est extrêmement faible. Et puis on peut intégrer à ces éléments-là des critères de fonctionnalité de l'ouvrage. Est-ce qu'il est fonctionnel? Est-ce que sa fonctionnalité est faible? Et vous voyez que là encore, on peut jouer avec les curseurs de manière importante. Autre élément, la résistance des bâtiments à l'inondation. Je vais vous montrer dans quelques instants une diapositive intéressante. Ou encore, le regroupement d'ensembles cohérents et homogènes pour éviter le mitage. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de faire des découpages de ce type-là, on va faire des enveloppes pour une zone qui est extrêmement sensible. C'est ce qu'on fait ici à travers cette cartographie. Et donc, vous voyez que l'exemple de typologie du bâti est important. Et là encore, je continue à pondérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Ici, j'ai une maison basse, il n'y a pas de Velux, c'est-à-dire de fenêtre de toit, et donc je suis de plein pied. S'il y a une inondation, le risque est très élevé. Et au fur et à mesure que je m'éloigne, ici j'ai un étage refuge, c'est-à-dire que si j'ai une inondation qui survient, je sais que je peux monter à l'étage, ou un étage complet, ou en fait un rez-de-chaussée inoccupé, bref, je peux faire une typologie et encore une fois des pondérations. Et vous voyez que là encore, je suis dans mon hamburger. Je sais que la digestion est difficile, mais c'est important cette notion de multicouche d'informations pour analyser le risque. Bon, je passe rapidement. Là aussi, c'est une proximité de zone refuge. Vous voyez que là, c'est un élément aussi important. Si j'ai une zone refuge, je suis très près. Pondération faible, je suis très loin, pondération élevée. Là encore, je peux faire joujou pendant des heures. C'est-à-dire qu'en réalité, je peux aussi choisir, et là c'est mes collègues canadiens, je sais qu'il y a des collègues canadiens dans la salle, mes collègues canadiens qui, eux, sur les histoires de submersion et notamment d'inondation, ils ont utilisé des niveaux, et notamment les niveaux de prises électriques. Qui a été un indicateur pour eux, et ils ont pondéré en fonction du risque, type 1, type 2, et ils ont fait une typologie, et puis ils sont allés de mineur à très sévère. Là encore, je peux prendre la population, on l'a évoqué très rapidement, des personnes âgées, des femmes enceintes, des personnes à faible revenu. Vous voyez que aussi il y a une dimension finalement de capacité à résister face à une situation d'inondation, et donc faire encore une fois des pondérations qui permettent, lorsque je vais traiter ma donnée, de dire là attention, c'est à risque. Exemple, Canteux.
je ramène toujours à des exemples qui sont les vôtres, hein, c'est dire, finalement, voilà, c'est exactement le type de typologie qui a été fait sur la vulnérabilité des groupes. Et vous voyez qu'ici, il y a un classement qui a été fait, tout simplement à partir des éléments que j'évoquais et qui vous montrent les risques élevés. J'ai entouré en rouge les secteurs qui... Et vous voyez que, par exemple, les migrants peuvent être effectivement très vulnérables, mais il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. À partir de là, voilà ce qu'on peut faire comme représentation. Et ce matin, lorsque Sylvie, tu es intervenue et que tu montais tes diapositives avec ces maisons qui étaient carrément dans le delta, je me disais, il y a des choses à cartographier qui sont tout à fait passionnantes. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, on peut faire une cartographie d'exposition de la population. Ici, c'est type de bâtiment qu'on va prendre en compte, ce que j'ai évoqué il y a quelques instants, et la caractéristique de la plaine inondée avec ses hauteurs d'eau. Eh ben, on identifie tout de suite, bien sûr, des secteurs qui sont extrêmement vulnérables, hein, et puis des secteurs, et là en plus on a une typologie liée à ce que j'ai montré ici, eh ben, on voit tout de suite les secteurs qui sont plus vulnérables que d'autres, et on va faire simple, hein, tout ce qui est à gauche peu vulnérable, tout ce qui est à droite est très vulnérable. Je poursuis la logique, et ici, c'est une vulnérabilité, vous voyez, c'est toujours le même secteur, c'est une vulnérabilité de la population et l'état des bâtiments, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre en compte d'abord les proportions qu'il y a on va prendre les proportions d'enfants entre 0 et 9 ans, les personnes âgées qui sont dans ce secteur, qui ont plus de 65 ans, et ensuite on considère dans le secteur finalement d'autres paramètres tels que le revenu, l'isolement, est-ce que ce sont des personnes seules ou pas personnes seules, et on voit qu'on peut aussi faire une cartographie de ce risque avec une typologie qu'on va classer en deux ensembles, sévères ou sérieuses, et vous voyez que on a des secteurs en orangé qui sont effectivement dans des secteurs sévères. Là encore, on peut jouer, de le dire de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est jouer avec ces fameux curseurs et on fait le croisement donc d'un aléa et de la vulnérabilité. Et ici, c'est l'état des bâtiments plus les niveaux d'eau. Et donc, on a la vraie carte de vulnérabilité, entre guillemets, avec l'ensemble des couches du hamburger que j'évoquais tout à l'heure. Et vous voyez qu'en termes d'opérationnalité, si je reste dans la logique opérationnelle, en termes d'opérationnalité, je sais tout de suite quelles sont les maisons que je vais directement aller aider si je dois mettre à l'eau des bateaux, etc., à condition que j'ai fait la même analyse sur les routes. Et ça aussi, je pourrais m'attarder sur cet élément-là. Ça va, je suis dans les temps. Alors, à partir de là, très simple, je vais aller vite sur ces éléments-là. Au fond, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? J'ai un certain nombre de données, j'ai des méthodes, j'ai des résultats, et c'est ce qui est représenté ici. Finalement, ici, la donnée, c'est, si je prends l'exemple de hauteur d'eau que j'ai pris tout à l'heure, effectivement, j'ai un certain nombre de données que je vais intégrer. Je ne vois pas bien, c'est terrible. C'est le niveau... les niveaux d'eau, les niveaux théoriques, etc. Le modèle numérique de terrain, donc la topographie, le bâti que j'ai vectorisé, et à partir de là, je passe effectivement à la méthode et à son traitement jusqu'à son résultat final, c'est-à-dire que je peux faire, selon le critère 1, c'est-à-dire la hauteur d'eau, je peux faire des cartographies qui vont tout de suite identifier les secteurs qui sont inondables dans tel ou tel lieu. Proximité de l'ouvrage de protection, même schéma, donc je passe très vite, un certain nombre de critères que je vais mettre dans la machine, et ensuite son interprétation et son analyse, évidemment, que je vais confronter, puisque je suis un géographe de terrain et pas uniquement un géomaticien, que je vais confronter, bien sûr, à la réalité terrain lorsque je vais sur le terrain pour vérifier ce qui s'est passé. Et pour nous, on a eu un exemple extraordinaire et terrible, c'est celui de l'inondation de Xynthia qui s'est passée en France et qui nous a permis aussi de vérifier un certain nombre d'éléments. Je passe vite. La proximité d'une zone refuge, même schéma conceptuel, même méthode, entre guillemets, et résultat, la classification selon le critère 4, et ensuite je peux superposer l'ensemble des éléments. Eh bien, vous voyez que j'ai pris ces fameux critères, critère 1, critère 2, critère 3, critère 4, et je peux à partir de là les agréger ensemble
pour créer finalement un indice de vulnérabilité que j'appelle intrinsèque, qui agrège l'ensemble des critères. Et je peux même m'amuser à les pondérer pour dire tel ou tel critère est plus important que tel autre. Par exemple, les activités, c'est un critère extrêmement important si je vais intégrer cet élément-là. Eh bien, ça va me permettre de faire un classement, et ce classement va me permettre de faire une cartographie d'un secteur avec tout ce qui est en vert des zones qui sont peu vulnérables, tout ce qui est en noir des zones extrêmement vulnérables. Et là, encore une fois, je me positionne sur un souci d'opérationnalité de géographe, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Je passe très vite. Oui, bien sûr, je peux les multiplier. Ça peut être l'élévation du niveau de la mer. Et là, je pense au modélisateur, c'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le projette sur du moyen et long terme? Évidemment. Et puis toute la réflexion autour des replis stratégiques, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit laisser les gens et considérer qu'ils vont s'adapter? Évidemment. Et on revient à ces notions de résilience. Ou est-ce qu'on va considérer que, non, il faut peut-être qu'ils se déplacent? Et on verra sur les problématiques d'érosion. Autre élément, et vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai évoqué cette notion de gestion et de perception. J'y reviens quelques instants. La gestion est un élément extrêmement important puisque finalement, c'est tous les outils, toute la logistique qui va se mettre en branle lorsqu'il y a un événement, et donc toute la préparation en amont qui est extrêmement importante. Parce que finalement, pour chaque aléa, il y a une gestion à adapter. Et donc, si cette gestion n'est pas bien conduite, elle peut être un facteur amplificateur, ou si elle est bien conduite, réducteur du risque. On l'a vu, nous, par exemple, sur la marée noire de l'Erika. Les gens avaient dit ça va se passer dans tel secteur, et finalement, les grands courants ont emmené la marée noire ailleurs, et il n'y avait pas de matériel. La gestion elle était réduite à sa plus simple expression, et on s'est retrouvé, pardonnez-moi l'expression, comme on dit en français, le bec dans l'eau. Bien sûr, toutes ces questions, c'est aussi toute la logistique. Qui communique avec qui? Et le moment est-il bien choisi? Les informations sont-elles pertinentes au cours, par exemple, d'une inondation? Et dans quel but? Comment elles sont améliorées, les informations? Y a-t-il des plateformes de partage? On l'a évoqué ce matin. Est-ce qu'il y a des moyens mis à disposition? Sont-ils efficients? Quelles sont les opérations d'évacuation? Et on l'a vu tout à l'heure sur la carte, notamment quand j'ai évoqué les routes. Est-ce qu'on peut dégager les gens rapidement ou pas rapidement? Ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte. Et ce que je veux vous montrer ici, c'est finalement des cartes qui ont cette capacité d'agréger des phénomènes qui sont un certain nombre d'indicateurs qui sont de type physique, historique même, c'est-à-dire l'histoire des tempêtes dans un secteur, parce qu'en fait on dit toujours « Ah, mais les tempêtes augmentent ». C'est pas vrai, il y a des endroits où les tempêtes augmentent évidemment, mais d'autres secteurs du monde où les tempêtes n'augmentent pas. Les facteurs humains, ici par exemple c'est la part des retraités par commune, etc. Et puis la notion de gestion. Et vous voyez que tout de suite sur une carte on peut voir quels sont les secteurs les plus vulnérables ici sur le littoral français. Avec une vulnérabilité classée en 5 rubriques. J'arrive à la fin de mon exposé sur ces notions de résilience et de réduction du risque. Finalement, pour moi, la résilience, de le dire, c'est tout simplement une entrée un peu écosystémique des choses, c'est-à-dire, au fond, biologique. C'est le temps nécessaire pour qu'un écosystème, et j'englobe l'homme, retrouve finalement une nouvelle forme d'équilibre face à une situation. Et bien sûr, il existe des actions pour réduire ce temps de résilience, et on peut l'évoquer, et on l'évoquera certainement dans la discussion. Alors, il existe des synthèses, elles sont pas de moi, hein, c'est des exemples d'aléas et d'effets liés au climat et les activités d'adaptation. Je ne vais pas toutes les énumérer, vous voyez qu'ils classent par grandes rubriques, et puis, par exemple, sur un aléa tempête, les dégâts aux habitations, c'est l'impact, et puis ensuite, toute la réflexion sur l'adaptation, c'est la conception d'infrastructures, l'introduction ou le renforcement des systèmes d'alerte, la définition de lieux sûrs, d'abris, ce que j'ai déjà évoqué dans mon exposé, et donc je passe rapidement. Vous voyez que dans la littérature grise, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites autour de ces changements climatiques et sont extrêmement intéressants. Regardez, on retrouve des éléments sur l'accès des populations, à des variétés de cultures résistantes à la salinité, etc., etc. Si on avait à résumer les choses,
Qu'est-ce qui influe sur la résilience ? Vous voyez qu'il y a un certain nombre, là encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, d'éléments qui sont finalement des éléments physiques, économiques, humains, environnementaux, sociétaux, culturels, politiques. Et ça rejoint des réflexions que Sylvie Fanchette évoquait ce matin, de manière générale et de manière holistique. En fait, quelques principes de réduction des risques. Là, encore une fois, on voit des éléments qu'on peut intégrer, comme ici, par exemple, susciter une approche flexible et réactive. Là encore, il suffit d'aller regarder la littérature grise pour voir qu'il y a pas mal de gens qui se sont penchés sur ces problématiques liées au changement climatique. Alors concrètement, à Kanteux, moi qui ne suis pas de cette région, je me suis posé la question, mais est-ce qu'ils font des choses ? J'étais très impressionné par le nombre d'études qu'il y a dans le secteur. Hein. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais il y a effectivement, ne serait-ce que si je prends l'exemple de Kanteux, d'un plan d'action pour la résilience locale, un projet Wisdom, le projet évaluation des risques et capacités de vulnérabilité, le plan d'action pour la résilience au changement climatique, l'évaluation des risques axée sur la prise de décision, bref. Il y a de très belles études, entre guillemets, de réaliser dans le secteur, soit par vous-même, soit par des collègues qui travaillent à l'international. Et je pense que l'IRD est aussi pas mal impliqué dans ces études. Alors, toujours pour ces réflexions autour de Kanteux, pour renforcer la résilience, quelques éléments que j'ai pris de manière très schématique. Dans les zones urbaines denses, priorité pour l'atténuation des risques, élévation des constructions, point d'interrogation. Solutions à apporter au dysfonctionnement de drainage et de la marée. À court terme, réhabilitation ou installation de clapets anti-retour sur les conduites, parce que c'est un des gros problèmes de Kanteux, c'est comment s'évacue la flotte. L'installation de vannes pour contrôler le reflux du haut-marais, l'augmentation de la capacité de drainage, etc., etc. Vous voyez que finalement, il y a des choses qui sont extrêmement concrètes, des éléments extrêmement concrets qui résultent aussi de l'ensemble de ces analyses que j'ai évoquées. Voilà. Proposition de digue par priorité, c'est-à-dire qu'ici, sur le secteur de Kanteux, ils ont déterminé un certain nombre de zones prioritaires et vous avez une priorité 1 jusqu'à une priorité 4 pour les digues. Même chose pour les routes, avec une modernisation de ces routes, avec des priorités. Vous voyez qu'on est effectivement dans l'opérationnalité et le caractère un peu concret pour réduire ces risques. Là encore, les systèmes de vannes pour réguler les inondations. Et j'étais effectivement, là c'est un projet Wisdom que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je termine mon exposé par quelques éléments et quelques réflexions sur aussi l'acceptabilité des risques. Et donc, il y a eu un travail d'enquête qui a été réalisé sur cette notion d'acceptabilité. Elle est extrêmement importante parce qu'au fond, si on vous dit qu'une zone, par exemple, est polluée et qu'on vous dit elle ne l'est plus et consommer de nouveau du poisson, l'acceptabilité, elle n'est pas évidente. Et on verra la perception aussi dans quelques instants. Les gens, donc, ont conscience de ces risques et considèrent finalement que c'est naturel, mais qu'ils dépendent aussi du gouvernement local. Et il y a un certain nombre d'inquiétudes relatives notamment au risque de maladie, ça a été évoqué, et les craintes de perte de culture ou de manquer d'eau potable, notamment pour les populations les plus défavorisées. Là encore, ce travail d'acceptabilité, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces tableaux. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'effectivement, ce travail a été fait, entre guillemets, avec des propositions de solutions concrètes, notamment sur le secteur de Kanteux. Autre élément que je voulais évoquer, c'est la dimension de perception. Là encore, un travail d'enquête a été fait sur la notion de perception, et notamment dans les zones urbaines denses et dans les zones rurales. Et cette perception que peuvent avoir les populations est extrêmement intéressante. Si je prends ne serait-ce que les zones rurales, il y a toute la problématique des maladies associées, en tout cas la perception que peut avoir la population, du transport plus difficile, voire dangereux, la difficulté d'approvisionnement en eau et de nourriture, ou l'endommagement des zones de parcs à poissons, ou encore les pertes de lisières et de culture. Et cette perception est importante. On voit que finalement aussi dans les zones urbaines, il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut mettre en exergue.
Alors à partir de là, l'administration a fait des schémas, là encore, autour de ces histoires d'inondation et des schémas un peu conceptuels avec finalement aussi l'importance de la communication. Pour travailler sur les histoires de crise, on se rend compte que la communication est un élément fondateur aussi pour réduire les risques. Et vous voyez qu'il y a le recueil d'informations, bien sûr, la communication à la personne la plus vulnérable avant une catastrophe. Ensuite, ici, sur le cycle de communication, l'évaluation des risques pour la mise en œuvre des mesures d'atténuation, ce que j'ai évoqué pendant cet exposé, la communication par la sensibilisation et l'information, et puis ensuite, après ou pendant la catastrophe, un certain nombre d'éléments, comme l'évaluation de la situation pour décider de l'action appropriée, la communication ou les communications dynamiques pour des actions rapides, l'information pour la coordination, et la réponse aux besoins de la communauté, et enfin la communication pour l'aide humanitaire. J'en arrive à la conclusion. Au fond, vous voyez que j'ai abordé un certain nombre d'éléments autour des risques en essayant de décortiquer les choses, et c'était volontaire. C'est-à-dire montrer qu'au fond, il y a aussi des outils qui permettent, entre guillemets, de qualifier le risque. Après, toute la question est de savoir à quelle échelle on va le faire. Ici, je vous montre une carte très rapide, c'est une échelle nationale. Est-ce que je suis capable de faire une cartographie de ce risque sur, ici, les littoraux? Et cette cartographie est très différenciée selon l'échelle qu'on va utiliser, et c'est un élément très important. Enfin, et je termine par une transition que je fais avec mes collègues économistes, c'est au fond comment je peux travailler sur des analyses, entre guillemets, pour réduire les coûts, la méthode coût-efficacité des mesures de réduction de cette vulnérabilité. Vous voyez qu'ici, on a encore une fois des données, des méthodes et des résultats. Les données, c'est ce que j'ai évoqué sur le rehaussement, le confortement des ouvrages de protection, l'adaptation des bâtis, la prévention et l'évacuation, la relocalisation, ce sont des éléments importants. Deuxième bloc, c'est effectivement les méthodes, les mesures de l'efficacité. Par exemple, si je prends le nombre de vies humaines, avec un certain nombre d'éléments que je vais calculer, qui vont me permettre, entre guillemets, de réfléchir sur cette vulnérabilité. Et enfin, je passe à l'analyse coût-efficacité. C'est ce que nous verrons effectivement dans le cadre des ateliers, c'est-à-dire, au fond, on va faire des comparaisons sans mesure et avec mesure. On a des situations sans mesure, ensuite avec des mesures, et on va avoir ensuite des ratios différentiels de coût-efficacité, coût des mesures sur efficacité des mesures, et ça, mes collègues l'aborderont en détail. Je vous remercie de votre attention. Ici, quelques éléments de bibliographie que vous retrouverez puisque les diaporamas sont à votre disposition. Merci à vous.